Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans le webinaire que nous animons aujourd'hui. On va aborder un thème tendance, actuel, un peu technique, on va le voir, qui est l'intelligence artificielle et comment on utilise l'intelligence artificielle pour le e-commerce, à la fois dans un environnement d'UX pour optimiser l'expérience utilisateur. On verra aussi comment on utilise le machine learning de Google pour faire de l'acquisition et aussi la façon dont on va aussi travailler des places de marché. Donc des outils très efficaces, opérationnels, une vision très pragmatique pour nous permettre d'améliorer en fait la vente en ligne en convoquant des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors j'ai la chance d'être parmi vous aujourd'hui à double titre. Premièrement parce que je suis chercheur à Aix-Marseille Université. Donc on a un laboratoire de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche en sciences de l'infocom qui est ici à Aix-en-Provence avec une filiale à Marseille. On travaille sur des thématiques justement de la communication et de la satisfaction des internautes, de ce qui les amène en fait à mieux percevoir les contenus web. Et je suis aussi consultant chez Oxatis, donc un des leaders sur le secteur du e-commerce. Et c'est pour moi un terrain de recherche extraordinaire puisqu'on a énormément de data. Et je suis aujourd'hui accompagné de Manon Spett. Manon. Oui, alors bienvenue à tous et bonjour. Donc, moi je suis Manon Spett. Je suis experte e-commerce chez Oxatis depuis un peu plus de 2 ans maintenant et je m'occupe d'accompagner nos clients dans le développement de leurs projets et dans l'amélioration de leur site au quotidien. Très bien. On va vous présenter en quelques mots pour que vous puissiez comprendre le contexte de notre société, Oxatis. Alors Oxatis, Manon, c'est avant tout une plateforme, voilà. Avant tout une plateforme e-commerce avec une technologie en SaaS. Donc, cette plateforme propose plus de 650 fonctionnalités. Tous les e-commerçants qui utilisent notre plateforme chez Oxatis peuvent bénéficier de ces fonctionnalités. Et nous avons aussi un second métier, Didier. Un second métier qui est le web marketing. Et on va en parler. Du web marketing, j'allais dire traditionnel, qui consiste à gérer les campagnes SEO, Facebook Ads, Google Ads, enfin, l'ensemble des leviers qui permettent de générer du trafic qualifié de manière quantitative et qualitative pour un site e-commerce. Mais on a aussi des solutions de web marketing avancées avec lesquelles on mobilise de manière très importante l'IA pour envoyer les flux vers les places de marché en pilotant à la fois les prix et la performance. Donc c'est vraiment une autre brique métier, mais qui est totalement complémentaire à la création de sites e-commerce. Et alors, dernier point, bien sûr, pour pouvoir travailler efficacement sur le e-commerce, il faut que les marchands puissent avoir l'accompagnement adéquat. Donc on a différents pôles d'expertise qui sont répartis par domaine d'activité. On propose des formations, voilà, former les commerçants qui utilisent nos solutions pour qu'ils puissent avoir une activité en ligne qui soit optimale. Donc, pour que vous puissiez comprendre le contexte et le type de société sur lesquelles on travaille pour analyser aussi les outils qui font appel à l'IA, on travaille énormément avec des PME, ça peut être des sites comme Patogas, Willems, Misaki, Airstore, Commensal, qui sont en France mais aussi à l'international. Et on travaille aussi sur un segment plus ETI, grand compte, justement sur la gestion des places de marché et des flux produits. Et là, c'est du Sarenza, c'est du Cdiscount, c'est du Claire, c'est les Galeries Lafayette. Et c'est encore un autre niveau. Mais tout l'intérêt aujourd'hui de la présentation, ça va être de vous montrer à 3 niveaux en fait, différents quel type d'outils on peut utiliser, que l'on soit un petit site e-commerce en fait, sur un segment de niche, ou un site qui fait partie du top 100 du e-commerce en France ou à l'international. On a différents types d'outils à mettre en place assez facilement. Alors, justement, on va passer maintenant à la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va commencer par parler rapidement de l'intelligence artificielle. Le but, c'est de la rendre accessible. Ça sera bien ça le premier point. Démystifier l'IA, en fait, et après, vraiment, on fera un focus sur l'UX, l'expérience utilisateur et comment faire en sorte que votre internaute, vos clients, arrivent à trouver les produits, arrivent à être sur des produits suggérés beaucoup plus pertinents, comment on va personnaliser l'expérience utilisateur et rendre un peu un site unique grâce aux algorithmes. Voilà, donc
Après, troisième point, bien sûr, en amont de pouvoir apporter de la satisfaction client sur les points que tu viens d'évoquer, il faut pouvoir attirer le client sur notre site et on verra en quoi le machine learning de Google intervient à ce niveau-là. Ouais. Machine learning de Google qui, vous verrez, est très efficace. Et on finira par la partie un peu plus technique sur la gestion des flux produits et comment on va segmenter, travailler la data, le big data pour exporter de manière ciblée selon les marketplaces et piloter après l'export des flux produits avec des variables et des paramètres qui sont aussi bien le prix, la performance, la conversion, le niveau d'enchère sur l'ensemble des places de marché. Alors, sans plus attendre, attaquons par l'introduction à l'intelligence artificielle. Et justement, comment tu en parlerais pour vraiment la rendre accessible? Alors, comme on le disait un peu dans l'introduction, c'est vrai que c'est un sujet qui est tendance. Aujourd'hui, ça défraie la chronique, l'intelligence artificielle. Quand on en parle avec nos clients, la première chose que l'on dit, c'est qu'on est très très loin des conceptions pseudo-futuristes relayées aujourd'hui par les médias. C'est vrai. Sur la partie e-commerce, moi je préfère beaucoup plus parler en fait d'une approche mathématique et d'une approche probabiliste. Aujourd'hui, on a des moyens mathématiques, et ça date d'Euclide, c'est plus que séculaire, d'analyser, comment dire, des comportements des internautes et de savoir s'il y a une probabilité pour qu'un internaute soit plus intéressé par une paire de chaussures de Patagonia en cuir noir de taille 38 plutôt qu'une autre paire de chaussures. Donc en fait, on personnalise et on fait gagner du temps à l'internaute, et ça c'est l'algorithme qui vient en support par rapport à ça. Donc c'est un exemple qu'on va évoquer, mais qui illustre bien le fait qu'on arrive avec une vision très efficace et opérationnelle et qu'on est très très loin en fait des conceptions futuristes qui sont reprises par les médias. Donc aujourd'hui, on va presque plus parler de probabilité, et de statistiques que vraiment utiliser le terme intelligence artificielle, dont d'ailleurs la définition ne fait pas encore consensus. Yann Lequin, qui est un personnage extraordinaire, vient de sortir d'ailleurs il y a 2 jours son nouveau livre, et il évoque aussi son aventure de l'intelligence artificielle. J'aime beaucoup sa propre définition, parce que lui évoque aussi l'intelligence artificielle comme un moyen de résoudre des problématiques humaines, mais en s'appuyant avec plus d'efficacité sur des outils techniques, donc forcément informatiques, pour monter, comment dire, en productivité, en gain de temps, et prendre aussi des décisions les plus adaptées pour améliorer l'expérience d'achat et aussi les conversions pour le e-commerçant. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que toute la partie probabilité va intervenir sur ce schéma. D'ailleurs, on vous l'a mis sur le diaporama que l'on vous fournira bien évidemment à l'issue de cette conférence. Il y a une très belle étude réalisée par la FEVAD, donc la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, avec laquelle on est en partenariat depuis des années, puisqu'on monte des études en partenariat avec la FEVAD, dont la prochaine en février à Bercy. Et ils ont réalisé avec KPMG un petit livre, un petit guide sur l'intelligence artificielle et le e-commerce, qui est complémentaire avec ce que l'on va dire aujourd'hui. Le message du livre, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui les e-commerçants sont prêts. Et ils sont prêts à utiliser ça, et les commerçants aussi de moyenne et petite taille. Donc vraiment ce qui est important, et c'est ce qu'on va voir, c'est que c'est plus réservé à l'apanage des mastodontes sectoriels et que les petites sociétés peuvent tout à fait l'utiliser. C'est vraiment accessible à tous. Alors là, sur la présentation d'aujourd'hui, on va voir certains points, on va axer la présentation sur certains points propres à l'intelligence artificielle, notamment 4. Oui, tout à fait, parce que le sujet est très vaste. Donc on peut parler de l'optimisation de la supply chain avec la robotique, les robots, ce que fait Amazon dans les entrepôts, c'est assez génial. Mais on ne va pas évoquer l'ensemble de ces points. On va rester focus à la fois sur la personnalisation du site, sur le machine learning, sur la génération automatique des produits en fonction des prix et sur le côté achat prédictif. C'est les 4 points qu'on va véritablement aujourd'hui aborder avec une logique qui est tout à fait compréhensible, c'est celle de l'efficacité en fait. Exactement. L'efficacité opérationnelle au service de la rentabilité en fait, voilà, tout simplement. Alors, attaquons par la partie UX. C'est la première partie que l'on vous propose. Alors justement, concrètement, donc là on va parler de recherche prédictive. En termes de business, qu'est-ce que ça peut apporter ?
de la recherche prédictive? Alors, dans cette partie, on va travailler sur 5 ou 6 slides pour montrer en quoi les outils, en fait, vont nous permettre d'améliorer l'expérience client. Donc ça, c'est l'expérience client, mais améliorer aussi l'UX. Alors l'UX, la fameuse expérience utilisateur, terme aussi que l'on retrouve aujourd'hui en marketing largement employé. Quand on parle d'expérience utilisateur, c'est donner le moyen à la personne qui utilise en fait le site d'obtenir rapidement ce qu'il est venu chercher. Exactement. Bien. Et on prend un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est très très simple. Imaginons une internaute qui arrive pour chercher une paire de chaussures sur le site de Patogas. Donc on a la chance de gérer le site de Patogas depuis quelques années. Et cet internaute cherche une paire de chaussures en fonction par exemple de la couleur noire. Et là, on le voit en fait sur le diaporama, la couleur noire va lui proposer un certain nombre de modèles, des bottines, des sneakers en cuir et ainsi de suite. Et là, on pourrait me dire, mais en quoi c'est extraordinaire? Pour l'instant, j'ai cherché noir, le système me propose des produits. Alors, en quoi ça l'est justement? Eh ben, là où c'est très très fin, c'est que si toi, tu fais cette recherche, si moi je fais cette recherche, si un autre internaute fait cette recherche, il n'aura pas les mêmes suggestions, parce que ce que propose en fait la recherche prédictive est personnalisé en fonction de ce qu'a fait antérieurement l'internaute sur le site via ses autres recherches, l'autre typologie de produit qu'il a eu l'occasion d'acheter, et ainsi de suite. D'accord. Ce qui veut dire que en fait, la recherche prédictive détecte en quelque sorte l'intentionnalité en fait, de l'internaute selon son profil. Donc moi, si j'ai eu l'occasion d'acheter par exemple tel type de bottine déjà, hop, j'aurai une recherche prédictive qui correspond à ce que je recherche. Donc, et ce, sur des termes généralistes, sur noir ou ainsi de suite. Donc je n'ai pas une requête spécifique produit, c'est assez généraliste. Et déjà la suggestion de produit au niveau de la recherche anticipe l'attention. Et se fait déjà à ce moment-là. Exactement. Alors. On a un très bon exemple même en termes de performance. C'est sur un site qui s'appelle e-liquide. C'est le leader français en fait de la vente de cigarettes électroniques et de produits. Et lui a mesuré l'impact en fait des recherches prédictives sur son site. Et il a constaté qu'il a 70% de taux de clic dans la recherche prédictive. D'accord. Ce qui est considérable, c'est-à-dire que lorsque je passe par la barre de recherche, je suis quand même très motivé, 70% des résultats vont être cliqués. Et ce n'est pas ça le plus important, il a 15% des clics qui amènent à une conversion. Donc 15% de conversion dans le secteur du e-commerce, on sait que c'est considérable. Alors évidemment, c'est hors norme, puisqu'on sait que le taux de conversion moyen, on en parle chaque année à la FEVAD, va osciller entre 2 et 3%. Voilà, c'est ça. Mais l'aspect cognitif dans lequel est l'internaute, c'est-à-dire son niveau de motivation, au moment où il est dans la recherche, il est déjà beaucoup plus engagé dans l'acte d'achat parce qu'il a une recherche et une intention assez précise. Et donc, quand il va trouver un produit qui correspond en plus à ses attentes, qu'il va cliquer, on arrive à des taux de conversion records. Donc 15%, c'est vraiment record par rapport à 2 ou 3%. Et c'est vrai que globalement, d'ailleurs, on constate que les conversions dans les barres de recherche sont supérieures aux conversions que l'on observe en navigation on-site traditionnelle. Donc ça, c'est un très très bel exemple. Alors pourquoi en fait c'est accessible à la plupart des sites e-commerce? Parce qu'on a des solutions tierces qu'on a rendues compatibles en fait avec nos systèmes. Ça, c'est DoFinder, qui est compatible d'ailleurs avec la plupart des structures e-commerce et qui s'intègre facilement. C'est un peu comme un plugin, pour le dire simplement, comme un plugin que vous associez en fait, sur le site. Et ça permet de faire des recherches prédictives. Donc en fait, le webmaster qui gère son site intègre DoFinder et va bénéficier après de cette recherche prédictive qui sera de plus en plus performante au fur et à mesure, bien sûr, des visites et des recherches et ainsi de suite. Il faut laisser du temps à l'algorithme, on en reparlera, pour travailler la data et pour comprendre cette réalité statistique sur laquelle il va pouvoir se baser pour affiner ses propres prédictions. Bien sûr. Voilà. Alors là, on vient de voir un premier niveau sur la recherche prédictive au niveau de la barre de recherche, mais cette recherche prédictive, elle ne s'arrête pas là. Non, il y a d'autres outils qui sont dans cette même philosophie. Donner satisfaction à l'internaute. D'ailleurs, c'est un point qui est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, quand on utilise l'IA, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour forcément pousser de manière très intrusive en fait, une forme de produit. On est vraiment là pour que l'outil serve l'internaute et soit fidèle à ce qu'il cherche. Et au service de... Exactement. Pour lui donner la meilleure expérience utilisateur, lui faire gagner du temps, lui donner des produits qu'il recherchait auparavant, qui correspondent à ce qu'il aime le plus. Bien. En ce sens, tout le monde a l'habitude d'aller sur Amazon, bien sûr. Amazon, on le sait, c'est des milliards de data.
Et donc, quand on regarde les produits que vous avez aimés, vous aimerez aussi, ou alors on a des recommandations qui sont personnalisées, on a l'habitude. On pourrait se dire, quand je gère un site e-commerce de manière traditionnelle, mais moi j'ai mon petit site e-commerce, je peux faire quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros, est-ce que je peux utiliser un outil de recommandation et de suggestion de produits pour faire des ventes en cross de la même façon que le ferait Amazon? Alors, est-ce que c'est le cas? Et oui, la bonne nouvelle, c'est qu'avec un Target to Sell, encore une fois, c'est des applications tierces que l'on intègre, ou Nosto, avec un nouveau partenaire que l'on vient de rentrer parmi nos partenaires, on intègre ce type de système. Et là, on a un cas très parlant sur un site de Déco-Cuir. Donc Déco-Cuir, c'est un des leaders pour le travail du cuir, les travaux de maroquinerie, et ainsi de suite. Il s'adresse plutôt à des professionnels qui travaillent le cuir. Mais lui, le gestionnaire de site, il sait que lorsque je vais utiliser tel type d'outil de découpage d'une peau, par exemple de cuir de chèvre ou ainsi de suite, je vais avoir besoin d'un fil spécifique. Bien sûr. Lui, il le sait, donc il va logiquement le recommander. Maintenant, l'outil va analyser qu'en règle générale, les personnes qui ont acheté ça ont acheté aussi d'autres produits. Donc après, automatiquement, il va proposer les produits qui correspondent aux ventes associées à ce type de produit. Et ce qui est très pertinent, c'est qu'après, non seulement il le fait par catégorie de produits, donc il a une vision un petit peu, je dirais pas méta, mais micro, voire méso plutôt de la data, mais après, il va le faire aussi en fonction de l'internaute. C'est-à-dire que moi, je n'aurai pas les mêmes recommandations de produits, parce que je suis déjà venu sur le site, que, évidemment, toi ou un autre internaute. Et ce qui est très pertinent, c'est qu'en effet, c'est accessible, parce que ça fonctionne comme un plugin. Donc, encore une fois, pour que ça fonctionne bien, il faut un certain nombre de data. Mais des sites qui sont sur le segment PME, avec lesquels on travaille depuis des années, l'ont installé comme Déco-Cuir et ont eu des résultats très importants sur l'augmentation du panier moyen. Parce que quand j'ai les bons produits complémentaires, on se dit « Ah ouais, c'est pas bête, il faudrait que j'achète ça en plus ». Et bien forcément, je monte le panier moyen. Et donc, un niveau de conversion équivalent, un panier moyen supérieur, chiffre d'affaires supérieur. Donc, c'est des solutions qui sont, comment dire, très faciles à intégrer et qui font appel à l'IA, puisque l'algorithme va apprendre des datas pour proposer ses suggestions. Donc, en quelques mots, c'est utiliser la même puissance de suggestion qu'un Amazon, avec moins de data, bien sûr, mais avec un outil équivalent pour un site e-commerce d'une taille de PME, en fait. Et ça, c'est très positif. Donc, pour résumer ce que tu dis, on a d'un côté la recherche prédictive sur la barre de navigation sur le site qui va permettre d'augmenter le taux de conversion. Nous avons ensuite, là, sur ce cas, la possibilité de développer aussi et d'augmenter le panier d'achat moyen. Donc, c'est deux premiers niveaux, mais ce ne sont pas les seuls. Non, parce qu'après, on va aller beaucoup plus loin. On a d'autres solutions qui sont vraiment assez puissantes. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'une solution comme Abetasti, qui est une solution qui nous permet de faire des tests, en fait, pour savoir quelles sont les pages qui séduisent le mieux, en fait. C'est-à-dire, quelles sont les pages au sein desquelles les variables persuasives que l'internaute, qui est un sujet qui perçoit en fait, le contenu, va pouvoir traiter ce contenu pour adopter le comportement attendu. Grosso modo, la page me satisfait, c'est beau, ça correspond, je vais pouvoir passer au comportement. Bien. Et même la scénarisation, et là c'est ce que l'on voit, la scénarisation des pop-up va être personnalisée. Là, on a le cas sur le site de Airstore. Airstore qui est le leader en fait, des produits L'Oréal pour la cosmétique et le soin des cheveux. Aujourd'hui, quelqu'un qui va aller visiter par exemple une page ou une catégorie site pour des problèmes de chute de cheveux aura un certain type de pop-up. Une autre personne va avoir un autre type de pop-up. Et donc après, le site va comprendre comment proposer les pop-up, mais sans être beaucoup trop intrusif. Parce qu'on le voit sur des sites, c'est vraiment, comment dire, parfois déceptif. Oui. Trop de pop-up, c'est un peu agressif. Donc l'idée, c'est après d'arriver, de proposer, comment dire, un pop-up de manière personnalisée en fonction de l'internaute. C'est encore la même histoire, c'est-à-dire que l'algo va comprendre l'intentionnalité et va venir proposer, un peu comme un vendeur le ferait de manière traditionnelle. On peut souvent mettre en parallèle d'ailleurs la boutique physique et la boutique un vendeur qui est un bon vendeur d'une boutique traditionnelle, c'est un observateur. Il va en un coup d'œil voir comment cette personne est habillée, comment elle se comporte, il va comprendre à peu près quel est son sociotype, il va voir si c'est quelqu'un de plutôt de très bonne humeur ou de moins bonne humeur, donc il va aller subtilement lui proposer son aide pour l'aider à choisir une chemise ou un pantalon ou une crème de beauté au bon moment.
et il saura s'y prendre. C'est ce que fait l'algorithme en fait. Il va faire cette analyse, voir et proposer des pop-up pour des compléments en fait, d'informations et ainsi de suite, de manière personnalisée, parce qu'il aura quelque part observé, mais c'est la data, en fait, ce n'est pas des yeux bien sûr, c'est la data qui va pouvoir affiner la préconisation sous forme de pop-up en fonction du profil en fait, et du sociotype de l'internaute. Alors, j'en profite aussi pour inviter les personnes qui nous regardent à poser des questions. Poser le maximum des questions au fur et à mesure. Et on a un de nos confrères, Benjamin, qui est à côté, qui va prendre ces questions et après, on va pouvoir ouvrir et débattre de certains points parce qu'on va évidemment aborder pas mal de sujets. Oui. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poser, des idées de questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On se fera un plaisir après, de manière beaucoup plus informelle, de répondre avec beaucoup d'interaction. Oui, on aura un temps d'échange qui sera prévu pour. Alors, maintenant, donc on va passer, on a vu les 3 niveaux qu'il peut y avoir sur la recherche prédictive. Au niveau des variables, comment ça se passe? Alors, là, on va prendre un cas que j'aime beaucoup, parce que justement, sur la partie recherche expérimentale, il y a eu énormément de choses faites sur ce site. Willems, c'est un des concurrents de Jardiland, de Truffaut, de Botanique. C'est un des sites, d'ailleurs, qui est classé au Capital dans le top 100 du site e-commerce. Et c'est un site qui est très, très dense. Donc, on vend aussi bien des graines pour cultiver des tomates qu'un palmier pour mettre dans son jardin. C'est, comment dire, un site qui a une offre colossale sur un secteur qui est très sympathique, c'est les fleurs et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant pour Willems, c'est qu'on se pose les questions, c'est quasiment du merchandising. Avant, on parlait de merchandising, même de rayonnage. Comment on dispose les produits pour donner la meilleure expérience utilisateur? On transpose ça au niveau du web et on se dit, mais combien de photos il faut mettre? Plutôt 3 ou plutôt 4? Quelle taille de texte? Quelle est la couleur du call to action? Est-ce qu'il est plutôt vert? Est-ce qu'il est plutôt bordeaux? Qu'est-ce qui séduit le plus? En fait, c'est quasiment la même réflexion lorsqu'on cherche les couleurs même d'un packaging. Exactement. Quel wording? J'achète, j'en profite? Bien. À quelle disposition je mets par rapport au panier d'achat et ainsi de suite? Donc en fait, sur une page, il y a énormément d'éléments qui interviennent dans la façon dont, au niveau cognitif, on va les percevoir, se forger un avis et prendre une décision. Oui, il y a une phase de réflexion qui est très importante. Chacun de ces éléments est une variable. Donc il va falloir tester. Donc c'est le principe, par exemple, d'un test. Et là, on a pris un exemple. Imaginons que vous ayez sur le panier d'achat un bouton pour choisir le mode de paiement. PayPal, par exemple, ou Amazon. Amazon, un clic. Amazon qui a mis à disposition des e-commerçants le système de paiement en un clic ouvert sur toutes les plateformes e-commerce. Bien. Là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça peut paraître subtil, on peut se dire c'est un petit détail. Mais ce qui est absolument intéressant, c'est que les petits détails n'en sont pas. Et pourquoi on va en parler? Parce que d'abord, on va parler des A/B tests sans IA, comme celui-là, et après, on va voir comment l'IA va nous permettre de mettre des productivités opérationnelles en fait, dans la gestion des tests multivariés et comment on va choisir, c'est l'algo qui choisit les pages à meilleure performance. Mais revenons sur ce cas. On a 2 boutons, Amazon ou le paiement par PayPal. On voit en fait qu'ils sont en orange, ils sont tout en bas de la diapositive. Excusez-nous, c'est vrai que la page est un peu dense. Et la grande question, par exemple, c'est un test qui a été fait avec Abetasti, c'est quelle couleur donner au bouton, en fait, et même quelle forme. L'intelligence artificielle intervient même sur ce genre de détails. Alors là, ce n'est pas encore tout à fait l'intelligence artificielle, dans le sens où d'abord, ça c'est un A/B test standard. C'est-à-dire qu'on va randomiser le trafic sur 2 variables et une va contenir les différents boutons, enfin autant de variables que de boutons et on teste. Et après, on voit, ça qui est intéressant, on a le bouton en fait PayPal en blanc qui va prendre 30% de clics en plus que la version précédente. Et là, on se dit, très bien, je choisis ce bouton. D'accord. Alors pourquoi on dit ça? Et on arrive dans le vif du sujet pour l'IA. Parce que si je suis, comment dire, gestionnaire du site, je me dis, OK, j'ai fait ce test pour avoir le bon bouton, la couleur du bon bouton PayPal. Après, il faut que je fasse le test pour la disposition des photos. Après, il faut que je fasse le test sur le wording du call to action. Après, il faut que je fasse le test sur peut-être la densité de texte au-dessus, en bas, en haut. Donc on se dit, mais j'ai une multitude de tests pour améliorer progressivement l'expérience utilisateur, mais c'est colossal. Donc il faudrait une batterie de plans expérimentaux qui serait démesurée. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre en place des tests multivariés. Je choisis par exemple, plus j'achète que j'en profite sur le call to action, plus le bordeaux que sur le vert.
plus une disposition à 3 produits qu'à 4 produits, plus une longueur de texte, et ainsi de suite. Donc je prends des variables et je les ventile sur un ensemble de pages. Et là, l'algorithme va combiner les variables lui-même. On a une analyse statistique qui se fait progressivement et qui randomise en fait un nombre de sujets sur les différentes pages. Et là où c'est absolument génial, c'est que l'algo va choisir par lui-même et placer la page qui fait les meilleures performances. Alors, on a vu dans le cas de la recherche prédictive qu'il fallait une volumétrie de trafic assez importante. Est-ce que c'est le cas là sur ce type Alors, ce qui est très très bien sur les tests AB ou c'est les tests multivariés, c'est que lorsqu'on choisit bien ces variables, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce qu'il y a beaucoup aussi de préjugés et d'idées reçues par rapport à ça, il ne faut pas une somme colossale en fait, de sujets par condition expérimentale. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on l'a même analysé au laboratoire sur différentes pages. Ce qui est intéressant, c'est la différence statistique sur l'adoption du comportement attendu. Quand on clique, ce qu'on appelle sur une composante cognitive, enfin, on clique sur le bouton de call to action, j'achète. Ok, bah ça c'est le comportement attendu, c'est la variable dépendante. La variable indépendante, ça va être la couleur par exemple. Bien. Et on se rend compte qu'on obtient des différences, donc on fait des tests de Ki2, donc des tests statistiques, à partir du moment où on a 50, 100 sujets dans des conditions expérimentales. Donc ça peut avoir 500 ou 600 sujets. On ne parle pas d'un trafic de 10 000, 100 000 et ainsi de suite. Oui, d'accord. Donc on peut monter des tests extrêmement pertinents avec un nombre de sujets qui sont bien ventilés dans les conditions expérimentales et sans forcément, attendre des mois avant d'avoir des résultats statistiques. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est qu'après, c'est l'algo qui choisit la page de meilleure performance. Et quand après, on monte comme ça un ensemble de tests multivariés, c'est comme si on avait un site unique après, et on va vers ça, selon l'internaute. Pour chaque internaute. Tu vas aller sur le site de Williams, toi tu auras peut-être pas la même couleur du call to action, toi tu auras peut-être pas la même présentation de produit, et de plus en plus les sites vont s'auto-personnaliser. Ce qui veut dire que c'est quelque part assez génial. Avant, quand j'allais à Leroy Merlin, on rentre tous par la porte d'entrée, il faut tout traverser pour aller aux perceuses. Là, je sais que je rentre à Leroy Merlin, j'arrive directement dans les perceuses, c'est ce que je cherchais, et ainsi de suite. Donc non seulement les pages se mettent automatiquement sur celles qui enregistrent la meilleure performance, mais après, à l'avenir, le site s'adaptera, en fait. Et donc, on aura quasiment autant de sites que d'internautes. Alors évidemment, ce n'est pas des différences qui vont être radicales, ce sera des différences extrêmement subtiles, mais qui seront vraiment dans le summum de ce que peut faire la personnalisation. C'est-à-dire qu'après, j'arrive dans un univers où c'est vraiment ça qui m'intéresse, et donc, forcément, je gagne du temps, je suis satisfait, je suis dans les produits que je cherchais, et c'est très bon pour l'utilisateur. Et puisque c'est très bon pour l'utilisateur, et c'est ça qui est important, ça sera très bon aussi pour l'expérience d'achat et l'expérience de vente, et donc pour le marchand. Voilà. Donc la philosophie, c'est un peu ça aussi. Ce n'est pas de focaliser sur les conversions. La conversion n'est en fait que la conséquence d'avoir bien fait son job en termes de vendeur, en termes de connaissances et de recommandations et de tests comme ça. Donc ça, les tests prédictifs, c'est extrêmement enthousiasmant pour les e-commerçants. Et encore une fois, une solution comme AB-Tasty, ce n'est pas des solutions qui sont inaccessibles. Ce n'est pas des contrats de 50, 100 000, 200 000. C'est avec quelques centaines d'euros par mois, vous pouvez installer un système sur votre site et commencer à faire des analyses extrêmement pertinentes, quoi. Par contre, oui, il faut réfléchir. Moi, j'ai parlé de statistiques et ainsi de suite, ça pourrait effrayer certains internautes. Nous, on le fait au labo parce que vraiment, si on cadre un test de manière scientifique, là, il faut que ce soit extrêmement rigoureux. Mais après, le système le fait en automatique et en fait, vous n'avez aucun calcul à faire. C'est-à-dire que voilà, le système, je choisis tel call to action, telle variable, tel wording, et après l'algo travaille et vous met la bonne variation. Vous n'avez pas à vérifier. Nous, au labo, on vérifie parce qu'on aime bien faire des calculs, mais le système ne vous demande pas de faire de maths, heureusement, justement. Et il n'y a plus d'intervention humaine. Ah oui, et là, après, il n'y a plus d'intervention. Alors après, on a la souplesse aussi, c'est ça qui est génial. Certains se disent, oui, mais du coup, je laisse l'algo décider de tout. On a la souplesse de pouvoir se dire, bah là, je peux choisir d'intervenir moi, et de choisir telle ou telle page, ou alors d'analyser ce que me préconise l'algo et de dire, OK, on va plutôt choisir tel type de page. Alors là, on vient de voir qu'il est vraiment important de pouvoir optimiser son site pour donner justement pleine satisfaction à l'internaute. Mais en amont de donner satisfaction à l'internaute sur son site, il faut d'abord l'attirer. Et c'est à ce moment-là que le machine learning intervient. Exactement. Là, on arrive donc à la partie web marketing. Parce que l'internaute, évidemment,
pour qu'ils puissent avoir une bonne expérience d'achat, il faut quand même qu'ils rentrent sur le site ou qu'ils rentrent dans un magasin. C'est une histoire que l'on connaît. Et tac, je vais passer la diapositive. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? On avait monté cette diapositive avec Katia de Google pour la conférence qu'on avait fait ensemble au Paris Retail Week il y a 2 mois. Et on voulait un exemple assez pertinent et on faisait un jeu. On demandait aux participants quel est le point commun en fait. Vous voyez ces différents sites? Il y a un point commun. Pas les yeux. Voilà. Exactement. Quel point commun il peut exister et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un internaute lorsqu'il est en train de regarder une vidéo sur la chaîne YouTube de Thibaut InShape? Ok, peut-être qu'il se renseigne pour faire des pompes efficaces. Après, il va regarder une chaîne YouTube où on a un bébé qui joue avec un chat. Ça fait un carton, 48 millions de vues. Après, il peut aller se renseigner sur un site média comme La Montagne ou Le Figaro. Il va regarder un site, faire une recherche sur Google Shopping, aller sur ses discounts ou aller même sur un site de marque. Mais quel est le point commun? Et le point commun, ça qui est intéressant, quand on pose la question, parfois je fais même un pari, et on ne le trouve pas, ce n'est pas spontané. Le point commun, c'est que tous ces sites ont été des points, en fait des emplacements sur lesquels, avec des campagnes Google Ads, on a été chercher des internautes qui sont passés à la conversion. Ce n'est pas du trafic, c'est de la conversion, c'est-à-dire un trafic qui a généré une vente. Et on peut se dire, mais quel rapport il y a entre un internaute qui regarde un chat qui joue avec un bébé et le fait d'acheter, comment dire, la nouvelle paire de Ray-Ban? Alors, quel est le rapport? Alors, le rapport, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que l'on va voir. Alors ça, Crocodile Eye, c'est un opticien. Il fait partie du réseau Atoll et en effet, il vend beaucoup de lunettes, dont la marque Ray-Ban incontournable. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Et c'est ce que l'on voyait pendant la conférence. Ah d'ailleurs, micro-parenthèse, pour ceux que ça intéresse, on les invite à regarder une vidéo qui est assez fabuleuse. C'est le Google Marketing Live 2019. On mettra, comment dire, le lien dans la description, dans l'article qui va suivre, où c'est la keynote de Google. Elle se fait soit à San Francisco, soit à Los Angeles. Et chaque année, c'est tous les Googlers qui se réunissent et ils font une grand-messe sur les nouveautés qui vont sortir. Et cette année, c'était vraiment le machine learning au cœur. Et comment le machine learning, c'est-à-dire la data récupérée par Google, et elle est colossale, va alimenter en fait les algorithmes pour faire en sorte que l'hyper-ciblage publicitaire soit de plus en plus efficace. Alors, il est de plus en plus efficace. Pourquoi? Parce que la data de Google permet de comprendre quelle est l'intentionnalité à la base, en amont de l'internaute. Et typiquement, si toi tu commences à faire des recherches par exemple sur des voyages, sur des destinations ensoleillées, sur quelques lunettes, mais pour l'instant de manière très vague, Google aura déjà compris que tu es potentiellement intéressé par cette typologie de produits. Parce qu'il va recouper à la fois la data sur tes habitudes d'achat, de déplacement. Bon, c'est colossal, on va en parler après. Et ce qui veut dire qu'après, au moment où on peut être entre midi et 2, ce qu'on fait souvent, je regarde pour me détendre, tiens, un chat qui joue avec un bébé, 48 millions de vues, c'est sympa. Et bien là, je ne pensais plus à mes lunettes, mais je savais que j'étais en train de me rechercher. Et là, Google est venu me chercher à ce niveau-là. Donc il va vérifier si ton intention exactement. Et après, en effet, on l'a pris. Alors ce qui est extrêmement efficace, parfois quasiment intriguant sur la puissance de l'algorithme, c'est que certains clients nous disaient « mais ça c'est du remarketing, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça existe ». Remarketing, c'est selon Google, ou retargeting selon le jargon Criteo. Oui, mais là, il n'est pas venu sur le site, c'est là que c'est important. C'est off-site. C'est off-site. C'est que quand je viens sur un site, je prends un cookies et après je suis traqué par le retargeting, tout le monde l'a compris. Là, c'est que Google a été chercher cette cible comme potentiellement intéressante, parce qu'il a compris qu'il y a une probabilité que cette personne, vu l'intention détectée, soit supérieure pour lui permettre de lui proposer cette paire de lunettes sur la vidéo YouTube. C'est là la puissance. La puissance, c'est quasiment du retargeting intentionnel, en amont en fait, du retargeting prédictif. Et ça, c'est vrai que ça devient extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu dans ces diapositives, c'est qu'il y a 3 étapes considérables. D'abord, je recherche de manière assez vague. Je n'ai pas d'intention précise. Après, dès que je suis sur Google, là, que je commence à taper Google, paire de lunettes Ray-Ban Nina, là, c'est un signal extrêmement fort qui va avoir un impact aussi sur la probabilité des publicités qui vont sortir. Après, bien sûr, l'étape finale, c'est l'achat. Mais ce qui est fort, c'est que le machine learning
va permettre de travailler le awareness, le branding et la notoriété. Et ce que l'on voyait avec Katia, c'est qu'on disait souvent, ouais, le côté branding, notoriété, faire même des campagnes sur YouTube, faire du display, c'est réservé soit aux grands acteurs, ou soit à ceux qui ont les moyens de faire de la notoriété. Et en fait, on voit que entre guillemets, des sites de PME, un site qui va faire 1 million d'euros, arrive comme ça à être dans le awareness, dans le branding, en diffusant en display en YouTube, pour faire découvrir sa marque en amont. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement colossal la quantité d'informations qui sort sur le web, que ne pas utiliser les outils technologiques pour sortir vis-à-vis de la concurrence, bah, c'est se mettre en fait par défaut en retrait. Oui. Et ça, c'est très délicat, en fait, parce que c'est-à-dire que si moi je ne le fais pas, mon concurrent le fera. Et en fait, on s'est rendu compte, je fais une micro-parenthèse, que plus de 50% des achats, quand on analyse les entonnoirs de conversion multicanaux dans Google Analytics, on analyse qu'en effet, la plupart des achats, enfin la moitié, sont indirects. Je vais sur Facebook, je viens sur Google, je repars en naturel, je viens par un mailing et ainsi de suite. Et donc, il faut être à toutes les étapes. Et pour être à toutes les étapes, pour initier la conversion, il faut être en amont dans le awareness. Et là, pour être dans le awareness, on ne peut pas le deviner. Et là, la puissance du big data et le machine learning de Google, c'est de l'IA, bien sûr, pure, va permettre cet hyper-ciblage publicitaire. Pourquoi, d'ailleurs? Parce qu'on voyait sur cette diapositive, Google, c'est 1 milliard d'utilisateurs par propriété. Par propriété, c'est le jargon Google. D'ailleurs, quand on le voit dans le Google Marketing Live 2019, on le voit, la propriété, c'est Android, c'est une propriété Google. On va dire un secteur ou un segment. C'est pareil sur le Play Store, c'est pareil sur Google Chrome, qui permet de collecter les datas de manière assez massive. 1 milliard d'utilisateurs par mois. Et sur le moteur de recherche, c'est même encore plus. Donc imaginons des milliards et de milliards de données qui, recoupées, permettent justement à l'algorithme d'être de plus en plus fin et d'aller chercher sur YouTube ou sur un site du Figaro la publicité à la bonne personne au bon endroit. Et à chaque étape aussi. Et à chaque étape. Voilà. Exactement. Alors là, on est sur une nouvelle slide. Est-ce qu'il y a encore un sens caché sur cette slide? Alors, oui, je l'aime beaucoup cette slide. Alors pourquoi? Vous allez comprendre. Quand on était aussi à Paris, on parlait d'une différence, ou plutôt, de quel point commun encore il y aurait entre quelqu'un qui cherche des sneakers Patagonia en cuir et la salade de quinoa bio. J'ai dit, mais quel rapport? Et là, ce qui est assez génial, c'est que lorsqu'on observe les data analytics, on a la possibilité de rentrer dans le cœur des audiences, donc des audiences qui peuvent être primaires, secondaires et ainsi de suite, marché, et on voit les sociotypes en fonction des audiences. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on regarde Analytics et on se rend compte que les personnes qui achètent en fait, des pâtes au gaz sont aussi des personnes qui sont intéressées par la food, le drinking et le côté santé et nourriture. Le côté statistique, là, plutôt. Voilà. Et là, c'est statistique, mais c'est Google qui l'analyse. Il voit très bien, avec les milliards de données, que la probabilité que les personnes qui viennent acheter des pâtes au gaz est aussi très à rapprocher des personnes qui aiment manger de manière saine et ainsi de suite. Ce qui est assez logique, peut-être, on pourrait se dire, oui, quelqu'un ou une fille qui va acheter dans la trentaine active, c'est un peu l'esprit de la marque Patagonia, urbaine, active et tendance, je vais prendre soin de mon apparence et de mon look, et je vais plutôt être sur une food plutôt healthy que de me goinfrer 3 Big Mac entre midi et 2. C'est un peu ça. Ça, on peut tout à fait le comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut manuellement analyser ces audiences et après optimiser les niveaux d'enchères, donc pousser la publicité selon ces audiences. Mais ce qui est très fort maintenant, c'est qu'on n'a quasiment plus à le faire. Parce qu'en fait, on laisse l'IA de Google le faire. Et c'est lui qui va analyser les connexions qui existent sur les sociotypes et les audiences et les similarités, et qui après va pouvoir pousser, la personne, la publicité. Donc la fille après va être peut-être sur YouTube, elle va regarder une pub pour faire une soupe à la courgette, enfin une vraie vidéo, pardon. Et là, tac, peut-être qu'elle va être prise sur la partie une publicité pour pâte au gaz. Ce qui est vraiment un changement de paradigme publicitaire. On ne cherche plus, à faire du média planning. Oui. C'est complètement dépassé. On ne cherche plus qu'est-ce que je fais sur quel canal. On cherche qu'est-ce que je fais en fonction du sociotype de l'audience et de ma cible. Et c'est l'IA qui dispatche dans le canal. Ça n'a rien à voir, c'est un changement de paradigme qui est assez fort dans l'achat d'espace. Alors, je vais passer là.
Et là, il y a encore un autre élément qui est très pertinent, qui est connu en fait de toutes les personnes qui font la gestion de campagne publicitaire. C'est que Google va nous permettre aussi de créer des annonces publicitaires qui sont responsives, d'une part, mais qui aussi vont permettre à l'algo de savoir quelle pub fonctionne le mieux, mais en fonction même du contenu de la pub. Alors là, la parenthèse, c'est que ça, c'est plus qu'accessible. En fait, avec quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros, on monte une première publicité en smart. C'est-à-dire qu'en fait, les e-commerçants qui utilisent ces outils, sans s'en rendre compte, utilisent la puissance du machine learning de Google et de ce ciblage. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, je ne lance pas une campagne 4x3 chez Deco pour 900 000 euros pour 15 jours. Là, j'ai la possibilité de tester des messages publicitaires avec des budgets qui sont extrêmement accessibles à tous les e-commerçants. Et on utilise derrière, c'est un algorithme très puissant qui travaille. Alors, en ce qui concerne le message publicitaire en tant que tel, c'est là où c'est extrêmement intéressant. Quand on crée un message publicitaire, je le mets là, on peut choisir entre deux types de photos. Là, on l'a appelé, Émilie. On ne voit pas très bien sur la diapositive, mais on a deux mannequins qui portent les Ray-Ban. C'est un cas Crocodile, encore une fois. On ne sait pas en fait si c'est le mannequin A ou le mannequin B qui va fonctionner. On ne sait pas aussi quel texte va fonctionner. Exactement. Et quel format va fonctionner. Donc Google, en fait, va lui-même combiner les différents titres, les différentes photos, les différentes accroches et créer non pas 2, 3, 4 pubs, mais parfois dizaines de formats publicitaires qui vont être personnalisés. Et va choisir, comme on l'a vu tout à l'heure avec la pub YouTube et le chat, l'endroit où la mettre et tester aussi le format de la publicité qui fonctionne mieux. Et après, il va nous dire, en fait, c'est la photo, par exemple, d'Émilie qui marche mieux que celle de Patricia. Résultat à l'appui. Et résultat à l'appui, on dit, oui, c'est cette annonce qui fonctionne bien pour cette audience et sur cette cible. Et après, automatiquement, on va pouvoir choisir, c'est l'algorithme qui choisit la meilleure annonce. Et ce qui est assez génial, c'est que quand on travaille avec les directeurs artistiques, on le faisait avec Stéphane, qui est notre DA, quand on travaille, parfois, on se dit, on fait comme un 4x3, on cherche l'USP, le bon wording et ainsi de suite pour faire une bonne publicité. Et en fait, Google, en combinant, va pouvoir trouver des combinaisons totalement atypiques, auxquelles on n'aurait pas pensé. Pourquoi c'est par exemple plutôt des lunettes de soleil, garanties, et ainsi de suite. En fait, on n'aurait pas pensé à écrire ça. Et en le combinant, Google va nous trouver des accroches qui, ça se trouve, vont retenir l'attention. On a vu des taux de clics, parfois à 2% sur le display, c'est-à-dire que c'est juste considérable. Le display, en règle générale, c'est du 2 pour 1000. À 2% sur le display, sur des annonces que Google avait créées lui-même. On s'est dit, l'IA, l'algo, a été créatif. Il a créé quelque chose de complètement décalé et c'est ça qui a mieux fonctionné. Et il prend en charge aussi des tâches qui peuvent être très chronophages. Ah oui, ça c'est vrai que en ce sens tu as complètement raison, parce que créer 30, 40, 50 supports publicitaires différents selon les formats, c'est juste un travail de titan. Pour, on est pour le faire sur Photoshop, on peut avoir l'habitude, mais là ça se fait en automatique. Je rentre, il faut un quart d'heure pour rentrer les 30, 40 formats. Et après, ça lance et c'est l'IA qui travaille. Donc ça, c'est quand même extrêmement pertinent. Alors, un autre point maintenant de la présentation, on va parler des places de marché, des marketplaces. Et elles sont d'ailleurs assez plébiscitées par les entreprises. Oui, tout à fait. Alors, j'en bois un petit coup. C'est quasiment un point central, pour ne pas dire le point central de la présentation. Là, on va rentrer dans un univers qui est plus poussé techniquement, mais qui est encore très très méconnu par les acteurs du e-commerce et même les grands acteurs du e-commerce. C'est la façon dont on va utiliser l'IA pour gérer l'export, les flux produits sur les canaux web marketing et notamment, on fera un focus sur les places de marché. Il y a un axe de développement qui est assez important, effectivement, sur cette... Extrêmement important. Et pourquoi on parle de la guerre des prix? Parce que c'est vrai qu'un internaute, recherche le prix. C'est logique. Quand on cherche que ce soit une paire de chaussures ou ainsi de suite. Et donc, il y a énormément de sites qui sont en mode frontal en concurrence. Que ce soit Cdiscount ou Amazon, les propres sites qui revendent sur ces discounts, Amazon et les autres places de marché. Donc en fait,
on inonde le marché avec des produits qui sont à des prix parfois différents. L'internaute a du mal parfois à comprendre. Bien. Alors, il y a une première étape. Avant d'entrer dans le fonctionnement algorithmique, quand on parle d'IA, on parle de big data. Et quand on parle de stats, on parle de data. Et on le sait, il faut énormément de data. Donc la première étape, qui est très importante, c'est de rendre compatible son flux produit, son catalogue, avec les places de marché. Et ça, c'est un boulot que l'on fait avec CPS, qui est la filiale allemande du groupe, qui a développé, spécifiquement cette solution, en fait. Donc, je reviens sur ces éléments, je vais extraire la donnée, c'est ce que montre la diapositive. J'ai un site e-commerce, j'extrais la donnée, le catalogue, et je vais le rendre compatible sur Amazon ou sur la Redoute. Dans cette diapositive, ce que l'on voit, c'est que en fait, les navigations, les facettes sont différentes d'une marketplace à l'autre. Bien sûr. On l'a tous remarqué, si je vais sur Amazon, je cherche une chaussure, peut-être que j'ai un talon qui sera de 3 ou 4 cm. Si je vais sur la Redoute, spécialisée fashion, la taille du talon pour filtrer sera différente. Ça sera aussi un filtre en fonction de la pointure, par exemple, ou même du type de matériau, peut-être cuir, tissu, avec lanière et ainsi de suite. Donc le catalogue, lui, c'est le même à la base. Mais il faut qu'il soit compatible à la présentation de chaque marketplace. Et pour le rendre compatible, il y a un gros traitement en fait, des flux, donc des catalogues par rapport à ça. Ça, c'est la première étape, et c'est une étape qui est primordiale. Et c'est une étape dans laquelle on ne fait pas encore intervenir de l'IA. Là, il y a quand même un humain qui utilise des solutions productives, bien sûr, pour être très opérationnel, mais qui va matcher les catégories, qui va travailler et qui va vraiment affiner. Par contre, une fois que c'est plugué et que c'est compatible sur les marketplaces, là, on va faire intervenir une couche d'IA. Typiquement, c'est ce qu'on voit ici. On a le site. Il est, analysé sur l'optimisation des données produits, sur les connexions. Et après, la grande question, c'est OK, mais les produits, ils vont sortir à quel prix? Il va falloir après les envoyer au bon prix sur les bonnes places de marché. Bien sûr. Et là, en effet, on va parler d'IA. Alors, prenons un exemple extrêmement concret. On a fait les copies d'écran la semaine dernière. Je cherche telle paire de pâte au gaz sur Amazon. Je vois la même sur la Redoute. C'est la même. Il y en a une qui est à 109 €, l'autre qui est à 139 €. Il y a 30 € de différence. Je regarde après sur un comparatif sur Google Shopping. Et là, je vois que ça peut varier de 95 à 150 €. Bien. Que va faire un internaute? L'internaute, il va faire exactement ce que tu fais au quotidien, ce que fait tout le monde. Lui, il prend le temps. S'il a une demi-heure, il va prendre le temps d'aller chercher. Maintenant, imaginons que j'ai 10 000 produits. Que mes concurrents ont aussi 10 000 produits, 5 000, voire parfois plus, c'est catalogue. Comment faire pour savoir si mon concurrent va faire une promo à moins de 30%, si je suis moins cher ou plus cher que lui? C'est ça le challenge. Exactement. Je pourrais embaucher 10 000 personnes à temps plein pour le faire. Mais on comprend bien que c'est absolument inconcevable de faire un benchmark, donc une veille tarifaire en temps réel. Donc là, on a un système qui va venir faire de l'analyse de pricing et qui va récolter en temps réel l'intégralité des prix sur tous les sites e-commerce qui sont ciblés. Donc on peut travailler là pour Sarenza, Cdiscount, Claire's, les Galeries Lafayette, Corte Inglés. Et ce sont des clients qui se disent, bien, si un concurrent fait demain un déstockage qui fait moins de 30%, j'ai peut-être pas d'intérêt, moi, à continuer à envoyer mon flux. Parce que de toute façon, je vais perdre la vente. L'internaute, lui, ira là où c'est le plus intéressant. Forcément. Donc je suis en train d'acheter de l'espace publicitaire, d'acheter de la ressource pour me mettre en concurrence frontale vis-à-vis d'un concurrent qui va gagner parce que lui, d'un seul coup, il fait moins de 30%. Donc, on a un système qui va analyser les prix en temps réel et sur l'ensemble des places. Et là où c'est extrêmement performant, c'est qu'après, ça permet à l'algorithme d'analyser les prix et de pouvoir automatiquement soit sortir le flux produit, soit s'aligner au même prix, soit être agressif et se dire je vais me mettre à 1 ou 2% en dessous. Et ça sur l'intégralité des produits. Donc en fait, c'est juste colossal. En temps réel. En temps réel, en quasi-temps réel. Ça se joue à quelques minutes, le temps que bien sûr que les datas moulinent. Mais prenons par exemple le prix de cette pâte au gaz.
qui est envoyé sur la Redoute ou même sur Google Shopping. Il y a une promo. Là, si je suis encore sur Google Shopping pendant que mon produit est en promo, les personnes vont le voir, vont peut-être cliquer, parce que je vais payer pour perdre une vente. Dans ce cas-là, je sors. 2 heures après, ou peut-être 3 heures après, la promo est terminée, il n'y a plus de stock. Manuellement, je ne pourrais pas le savoir. L'algo le détecte et relance automatiquement le flux. Ça, c'est une solution. Tac, tac, je sors, je rentre en fonction de l'univers concurrentiel en temps réel. Et sur des milliers de prix, et places de marché, et ainsi de suite. Deuxième solution, on va plutôt se dire à l'algo, mais ça dépend aussi de la stratégie de la boîte, mais il y a une attitude par rapport à ça. Je vais plutôt m'aligner. D'accord, tel concurrent met à 109 €, moi aussi, ma marge me permet d'être à 109 €, je m'aligne. Et si ma qualité de service, de livraison et ainsi de suite est supérieure, je prendrai la vente. Autre élément, je suis plus agressif, je mets moins 2%. Et comme ça, je suis sûr de le prendre. On a souvent des prix, tiens c'est marrant, pourquoi c'est à 109 €, 32 ou 78 ? En fait, on a des algorithmes qui le calculent comme ça en temps réel. On est presque dans le yield management du e-commerce en fait. Les prix flottants en fait par rapport à ça. Donc ça, c'est extrêmement pointu. Et il y a une autre solution, c'est que si on se rend compte, quand je dis on se rend compte, c'est que c'est l'algorithme, que en fait les prix sont remontés, personne n'a fait de promotion, et que nous on avait 30% de promotion, on peut se dire bah là je suis entre 30% de promotion, je perds de la marge pour rien, parce que de toute façon tout le monde est quasiment au maximum. Donc je ne fais plus que 15% et je reprends 15% de marge. Donc il y a différentes stratégies qu'on peut mettre en place. 4 stratégies. Agressif, je suis en dessous. C'est des stratégies qui sont développées juste là. Je me retire parce que ça ne sert à rien de payer de l'espace publicitaire et des flux pour être en concurrence quand on va perdre. Je m'aligne ou alors j'augmente mon prix parce que justement mes concurrents ont arrêté leur promo. Et pour être quand même un peu en dessous. Alors là, ce qui est extrêmement, j'allais dire, puissant, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est quelque chose d'assez pointu. Et cette diapositive, j'aurais aimé la simplifier, mais on la garde comme ça. On a l'extraction en fait du flux produit qui va permettre la compatibilité vers les places de marché. Et là, on a un feedback rétroactif, c'est-à-dire que on va analyser les performances. On parle d'une paire de chaussures, ou si c'est par exemple sur une plateforme mano-mano, si c'est des systèmes automatiques. Hier, j'ai interviewé une cliente qui vendait aussi sur mano-mano. Et si cette catégorie de produits a une bonne performance, il faut la garder. Par contre, si on se rend compte que son niveau de conversion n'est pas bon, on a peut-être 0,5 ou 0,2% de conversion. Là, les systèmes qui existent pour l'instant, c'est j'envoie tout sur mes places de marché, c'est du massif. J'analyse après à la main les niveaux de performance. C'est ce qui se passe. On fait le check. Alors en ce moment, sur les catégories de tel produit, les carastases densifiques, ça marche bien. Sur tel autre produit, sur telle place de marché, ça marche bien. Là, le système analyse la performance et donc revient au niveau de l'optimisation. C'est pour ça qu'on a une boucle en verte. L'algo se dit attention, il va falloir sortir ce produit parce que les performances ne sont pas au rendez-vous. Et là où c'est assez puissant, c'est qu'il va aussi analyser ses performances en fonction de la catégorie, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes conversions sur la paire de chaussures que sur, par exemple, les bottines, et ainsi de suite. Et donc ça, l'algorithme va le comprendre et va même déterminer les seuils statistiques à partir desquels il faut donner sa chance à un produit. Est-ce que je sors 50 fois sur Google Shopping ou 100 fois ou 600 fois? Donc ces seuils en fait, de probabilité optimisés vont être calculés par le système. Donc en fait, on a une double couche d'IA, l'analyse de la performance avec un feedback rétroactif qui vient réoptimiser le flux de la data, plus une analyse des prix en temps réel de la concurrence pour piloter, comment dire, le prix, le meilleur prix sur la meilleure place de marché en temps réel. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des solutions de web marketing avancées qui sont encore très peu utilisées, mais qui ouvrent des perspectives extrêmement intéressantes. Et surtout, c'est très bon in fine pour l'internaute. Parce que c'est vrai que combien de fois on se dit on perd une demi-heure, j'ai fait hier pour chercher une perceuse, mais on passe 1h30. Parce que justement, les prix sont différents selon les places de marché et qu'un même vendeur, pour récupérer la commission par exemple d'Amazon qui est 18%, va pouvoir mettre peut-être plus cher son produit sur Amazon parce qu'en plus il sera en prime, il y aura la livraison intégrée dessus et que lui-même après peut être revendu. On avait un cas en Allemagne, mais l'Allemand qui revend en international sur la place de marché Amazon France. Donc en fait, il y a
Et le consommateur, lui, il finit par plus rien y comprendre. Je fais comment ce même produit, je trouve, à des prix aussi différents. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça ne perd pas l'internaute au final dans ses Ben, recherches? ça peut le perdre. Et là, encore une fois, avec des systèmes comme ça, on pourra aussi simplifier la recherche du produit. Voilà. Et ce qui est par contre très important, et on en discutait avec Ayo, qui est le responsable technique de CPS et qui travaille avec la R&D aussi pour développer les algos, c'est de dire aussi aux responsables e-commerce, attention, vous avez encore la main. Parce que parfois on se dit ça, c'est effrayant. Donc c'est l'algo qui va décider de ce que je fais vis-à-vis de la concurrence et ainsi de suite, ou est-ce que l'humain a encore le pouvoir de décider? Donc ça c'est presque une question philosophique par rapport à l'IA, extrêmement intéressante d'ailleurs. Mais là, encore une fois, c'est souple. On peut par palier se dire, je teste, je regarde et je paramètre en fait le système pour après augmenter. Je fais une fois confiance, ça marche. 2 fois confiance sur les plus petites quantités de produits, ça marche. Et après, une fois que le système est rodé, voilà, on a toujours la main sur le système. C'est pas comment dire que tout ne va pas être fait en automatique sans aucun contrôle. Bien sûr. On a la latitude d'action et la possibilité d'intervenir. Donc on va pouvoir passer à la synthèse de tous ces points. Et puis on répondra ensuite aux questions que vous avez posées pendant la présentation. Et à la conclusion. Alors, on a vu pas mal d'éléments. Ce qui est important à retenir, c'est qu'en effet, sur l'UX, que ce soit sur les recherches prédictives, sur les A/B tests, ou sur les tests multivariés, ainsi de suite, il y a des formes de logiciels qui fonctionnent aussi en SaaS, des plugins qui s'installent facilement. Et le responsable du site, lui, en fait, n'a pas d'éléments techniques à gérer et il laisse l'algorithme affiner et personnalisé par co-client et ça augmente la satisfaction et les ventes. Et ça, c'est très accessible. On a des sites qui font quelques centaines de milliers d'euros qui le font et des sites qui font des millions d'euros qui le font. Mais vraiment, c'est accessible aux PME et ça, c'est la bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est que même sans s'en rendre compte, un internaute qui utilise des campagnes Google Ads, en fait, a une possibilité incroyable pour aller chercher en fait, les personnes les plus en adéquation avec ses produits et qu'en fait, derrière, il y a un gros machine learning qui tourne puisque Google, c'est devenu une de ses priorités, notamment dans le Google Marketing Live 2019 dont on parlait, et ils investissent énormément sur le machine learning pour optimiser l'espace publicitaire. Et c'est d'ailleurs aussi intéressant parce qu'en optimisant l'espace publicitaire, on pourra réduire aussi la quantité d'informations. Donc le ciblage peut réduire la quantité d'informations. Donc il y a une surcharge d'informations. Enfin, le dernier point, c'est en quoi en fait, les algorithmes et les big data sur les extractions des flux produits vers les places de marché en national et à l'international vont pouvoir être optimisés en fonction du prix en temps réel et de la performance des catégories produits. Ce qui permet aussi après de piloter sa stratégie au niveau concurrentiel tout en ayant une vue précise sur ses marges et le chiffre d'affaires généré. Tout ça pour dire qu'en effet, le machine learning fait rimer, personnalisation et prédiction. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de voir que au-delà de ce que l'on pourrait considérer parfois comme une intuition humaine est souvent excellente, mais que la data est de manière extrêmement rationnelle et pragmatique, une façon d'aborder des problématiques pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Après, au fur et à mesure, on va laisser confiance à l'algorithme, il pourra après lui-même aller vers plus de productivité. Donc en fait, on avait commencé par ça, on finira par ça. C'est des systèmes accessibles, mais qu'il faut mettre en application avec la philosophie de vouloir vraiment satisfaire l'internaute et gagner du temps pour soi et pour l'internaute. C'est ça, penser à l'individu et l'humain et que l'IA soit encore un outil, bien sûr. Et comme on le disait, j'aime pas trop parler d'IA, mais de systèmes algorithmiques et mathématiques qui nous permettent de faire les meilleures prédictions. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est sur ça qu'on va conclure. L'intelligence artificielle sert bien entendu à augmenter la satisfaction client. Et de manière globale, cette satisfaction client est et restera toujours un des premiers vecteurs de succès sur le e-commerce. Alors, on va à présent passer aux questions que vous avez pu poser pendant la présentation. Vous avez été plusieurs à intervenir. Nous allons commencer par la question de Laurent. Dans l'exemple que tu as donné sur Patogas, quelles informations sont traitées par DoFinder, par l'outil d'intelligence artificielle?
Et ensuite, il donne plusieurs éléments, mes recherches Google, Amazon, tout mon trafic sur la toile ou uniquement les informations, mes parcours, achats effectués sur le site de Patogas. Alors, sur DoFinder, c'est les informations, c'est de l'insight. C'est-à-dire que c'est les informations de votre site qui vont servir à nourrir DoFinder. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le type d'internaute qui a visité votre site, les produits en fait, qui ont été recherchés sur votre site, et c'est ça qui permet. Après, on veut mettre en place des systèmes qui vont capter la data à une plus grande échelle, il faut passer par des DMP, en fait, donc des Data Manager Platform, qui c'est plutôt réservé aux grands comptes. L'installation d'une DMP, c'est très très lourd et très coûteux. Là, on parle de budget de X dizaines de milliers d'euros, ça devient compliqué. Un outil comme DoFinder est vraiment fait pour être installé simplement et apprendre au sein du site. Par contre, c'est vrai que pour la partie machine learning, là, on rentre sur du off-site. Alors, une autre question qui a été posée justement sur ces fameux plugins qu'on a présentés en début de ce webinaire, est-ce qu'ils sont accessibles même pour des petits e-commerçants? Oui, ils sont accessibles pour les petits e-commerçants. C'est ça qui est intéressant. Alors, je n'ai pas les tarifs parce que c'est des prestataires tierces, je n'ai pas les tarifs, mais c'est de l'ordre de peut-être quelques centaines d'euros. C'est du SaaS, donc c'est souvent de l'abonnement et c'est tout à fait accessible par les e-commerçants. Voilà. Là, par exemple, on a un autre outil dont on parlait en complément de celui de Zimmerman sur Target to Sell, qui est encore plus accessible et qui aujourd'hui demande un peu de la data. Donc, petit e-commerçant, il demande un peu de data. Mais c'est accessible en termes de prix tout à fait. Et même une solution comme AB Tasty, on a des e-commerçants qui l'utilisent pour faire des AB tests de manière assez efficace et ils n'ont pas non plus 1 million de visites par mois. Voilà, c'est des sites qui font quelques centaines de milliers d'euros, mais au moins ils ont un outil du X, d'ailleurs passionnant de voir en fait comment ça fonctionne. Donc là en effet c'est accessible. En termes de tarification, c'est tout à fait réalisable pour une PME. Bien. Et alors on finira sûrement sur ce point. On a une remarque intéressante de Gauthier qui dit que si demain toutes les entreprises ont cette stratégie d'alignement de prix selon une intelligence artificielle que tu as présentée vers la fin, cela pourrait tuer entre guillemets les petites entreprises qui auront moins de conversion puisque les grosses entreprises font peu de marge mais par contre en masse. Oui, c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans quelle mesure on laisse à l'IA le soin de prendre aussi des décisions et de lisser et de rendre homogène en fait, des prix qui seraient tellement compétitifs si tout le monde choisissait la position agressive, tac, jusqu'à réduire les marges. Donc la personne qui, elle, n'utiliserait pas ça serait hors compétition et ça serait dangereux pour elle. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, d'ailleurs, on l'a vu sur certains clients, ils préfèrent ne pas aussi laisser l'algo prendre toutes les décisions. Parce que même en termes de politique, on se dit, mais si je rentre dans la compétition, moi-même, je perds trop mes marges. Donc après, à un moment, tant pis, je préfère sortir du flux, laisser une promo. Celui qui est en promo, après, va épuiser son stock. Il n'aura pas un stock infini. Et après, les autres reviendront en concurrence au bon moment. Mais je vous rejoins. Donc, il y a des solutions alternatives pour rester, focus et savoir à quel moment mettre les bons produits au bon moment. Donc, le fait de savoir qui fait les promos en temps réel, ça, c'est très intéressant parce qu'on a une échelle de portée qui est nationale et mondiale sur le web. Et après, l'autre versant du sujet, mais ça, c'est une polémique quasiment qui concerne Amazon. C'est qu'Amazon, lui, peut se permettre de perdre de l'argent pendant 6 mois, il va survivre. Et pendant ces 6 mois, il va tuer un e-commerçant qui, lui, a aussi une boutique physique ou un petit site e-commerce. Ouais. C'est ce qui se passe en Inde et qui fait polémique. Donc, et en effet, il faut alimenter ces polémiques parce que les bonnes décisions ne sont prises que parce que les débats sont antagonistes. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Super, bien. Alors, merci pour tes réponses, Didier. On va conclure. On vous remercie pour votre participation. On vous fera parvenir un mail dans la journée avec ce fameux article qui sera intégré dans notre billet de blog dont tu as parlé plus tôt dans la présentation. Oui, tout à fait. Si vous souhaitez être recontacté par nos équipes ou avoir davantage de renseignements sur toute la stratégie à mettre en place entre l'intelligence artificielle et votre e-commerce, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace de chat. On vous recontactera. Et on espère que cette présentation vous a apporté
en tout cas des éléments de réponse aux questions que vous pouviez vous poser. Oui, merci à tous. C'était un plaisir de partager ce moment. Et je rebondis sur ce que dit aussi Manon. Si vous avez des compléments de questions, parce que le sujet est aussi passionnant que vaste, n'hésitez pas à nous poser des questions et on vous répondra si c'est sur des problématiques spécifiques. Bien en tout entendu. cas, au plaisir de vous revoir bientôt. Et on fera 2 autres articles en fait. Le premier article qui est diffusé suite au webinaire reprend la synthèse de la première partie qu'on a évoquée ensemble. Et après, sur chaque semaine, on fera un article assez dense pour reprendre en fait ces éléments et on vous permettra aussi bien sûr de télécharger la présentation. En tout cas, encore merci à tous et une très bonne fin de journée. Bonne journée.